Bonsoir tout le monde. La semaine dernière, donc, on avait vu la théorie des 4 causes d'Aristote et on a vu notamment comment la conjonction de la matière et de la forme pouvait expliquer à peu près tous les changements, enfin tous les 4 types de changements. Vous pouvez toujours revenir sur cette question si jamais il y a encore quelque chose qui n'est pas clair au fur et à mesure des séances, on peut toujours revenir un peu en arrière. On va d'ailleurs encore rester un moment dans cette théorie des causes avec la question du hasard, puisque Aristote, puisqu'il constate qu'il y a des causes générales mais aussi des causes particulières, il y a des causes nécessaires mais il y a aussi des causes contingentes, et puisqu'il fait ce constat, il se dit, mais alors le hasard, quel type de cause est-il ? Certains, en effet, utilisaient le hasard pour expliquer des choses très importantes. Par exemple, la formation des mondes chez les atomistes est due au hasard. Donc, les atomes circulant dans l'infinité de l'univers, à certains moments, s'agrègent de manière tout à fait fortuite et forment les mondes. Ou bien, Empédocle expliquait aussi par le hasard la formation des animaux. Je vais y revenir. Donc Aristote se dit, bon, ce hasard est souvent avancé comme une cause importante, donc de quel type de cause s'agit-il ? Est-ce que c'est une cause nécessaire ou est-ce qu'au contraire ça s'oppose à la nécessité, hasard contre nécessité ? Donc il veut investiguer de manière plus précise. Et pour définir ce qu'est le hasard, il commence par distinguer 2 grands types d'événements. Il y a les événements qui se passent toujours ou le plus souvent. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de toujours ajouter le plus souvent ? C'est que dans les phénomènes naturels, on n'est jamais dans le toujours. C'est-à-dire, il y a toujours la possibilité d'un accident, d'une anomalie, d'une exception. Donc les phénomènes naturels ne sont pas absolus. C'est pour ça qu'on dit toujours ou le plus souvent, parce qu'il y a quand même des grandes régularités par rapport auxquelles justement on peut distinguer des exceptions. Donc il y a les phénomènes qui se passent toujours ou le plus souvent. Dans cela, dit Aristote, il n'y a pas de hasard. Parce que c'est pas par hasard que le soleil se lève tous les jours, c'est pas par hasard que l'homme engendre un homme, etc. C'est au contraire pour des raisons, comme on a vu, des raisons régulières et bien définies. Les autres événements, ce sont donc les événements qui se passent de manière irrégulière, parfois, de temps en temps, ou de manière anormale, par exemple, s'il neige en été, ça peut arriver, mais ce n'est ni régulier ni nécessaire. Donc dans tous ces événements-là, qui se passent de manière singulière et sans régularité, il distingue encore les événements qui pourraient avoir été visés par une intention, et ceux qui sont absolument dépourvus de toute intention. Donc ceux qui peuvent avoir été visés par une intention, lorsque cette intention n'est pas visée, lorsqu'ils se produisent sans avoir été visés, alors, dit-il, ils sont dus au hasard. C'est alors qu'on dit qu'ils sont dus au hasard. Et ils se fondent même sur les expressions courantes. Quand on dit par exemple qu'on a rencontré quelqu'un par hasard, donc c'est vraiment l'usage courant du terme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on rencontre toujours au même moment à cet endroit-là. On ne dit pas qu'on a rencontré un collègue du bureau par hasard si c'est sur le lieu du travail, le jour où on va toujours au travail. Non, mais on pourrait dire je l'ai rencontré par hasard dans la rue, à un endroit où on n'a pas l'habitude de le voir. Donc c'est effectivement l'expression courante, elle désigne ce genre de choses. Mais c'est aussi, donc ajoute Aristote, quand ça aurait pu être visé par une intention. Et donc quand ça tombe bien ou ça tombe mal. Donc quand le hasard est heureux ou au contraire fait mal les choses. Et il donne une série d'exemples qui sont très parlants. Un de ces exemples, c'est supposons que quelqu'un creuse un trou dans son jardin pour planter un arbre. Et dans ce trou, il découvre un trésor. Alors évidemment, il n'a pas creusé le trou pour découvrir le trésor, mais il aurait pu s'il avait su qu'un trésor était caché dans son jardin. Donc c'est bien un acte qui n'a pas lieu toujours ni le plus souvent, qui aurait pu être visé, mais qui à ce moment-là ne l'est pas. Et donc on dira, il est tombé par hasard sur ce trésor. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui va à l'agora, et sur l'agora, il rencontre une personne qui lui doit de l'argent, et qui justement vient d'en gagner. Donc ça tombe formidablement bien, il tombe dessus, et justement elle a l'argent qu'elle lui doit.
Donc cet acte-là non plus n'a pas été visé, mais aurait pu l'être. C'est-à-dire, s'il avait su que cette personne se rendait ce jour-là à l'Agora et avait de quoi lui rendre son argent, il aurait pu y aller volontairement, délibérément. Mais ce n'a pas été le cas. Il s'est rendu à l'Agora pour une autre raison et il est tombé par hasard donc, sur cette personne. Donc on voit bien aussi pourquoi dans ce cas-là on dit par hasard. C'est un fait qui n'est ni récurrent, ni régulier, ni nécessaire, et qui aurait pu être visé, qui aurait pu être fait dans une certaine intention, mais qui n'a pas été pour cette intention-là. Alors on voit bien tout de suite que, évidemment, il y a des causes chaque fois qui expliquent pourquoi ce fait s'est passé. La cause de la découverte du trésor, c'est qu'on a creusé. La cause de la rencontre de son débiteur, c'est qu'on s'est rendu à l'Agora. Donc ce ne sont absolument pas des effets sans cause. Et est-ce que ça s'oppose à la nécessité? Alors dans les deux exemples qu'on vient de donner, ça ne s'oppose pas. Le hasard s'oppose d'une certaine manière à la nécessité, puisque, comme le dit Aristote, il n'y a pas de nécessité, en tout cas absolue, dans les activités humaines. Il n'y a pas de nécessité totale au fait que la personne se soit rendue à l'Agora, ou qu'elle ait décidé de creuser dans son jardin. Et en revanche, il y a des événements qui répondent aux mêmes critères, aux mêmes exigences, mais qui en plus sont nécessaires. Et ça, là, Aristote va faire une différence entre deux expressions pour dire le hasard. En français, ça ne correspond à rien qui existe couramment. Je veux dire, en français, on utilise le seul mot hasard dans les deux cas. Et donc, c'est très difficile pour les traducteurs de trouver deux mots différents, parce que c'est très difficile de trouver deux mots différents, puisque la nuance n'existe pas en français, mais elle est importante. Le mot, pour les deux exemples que j'ai donnés, donc dans le cas où il y a une décision humaine de faire une certaine activité, c'est le mot tuké. Et tuké, c'est vraiment le mot courant, habituel chez les Grecs pour dire le hasard, sous ses formes quelconques. Mais Aristote a introduit un autre terme pour dire certains autres cas de hasard, et c'est le mot automaton. Automaton, bien sûr, qui a donné automate, et qui évoque effectivement en grec quelque chose de mécanique, une action mécanique. Les exemples qu'il donne alors pour l'automaton sont tous des exemples qui arrivent à des choses inanimées ou à des animaux autres que les humains. Et les animaux autres que les humains n'ayant pas ce pouvoir de décision qui va contre les automatismes, disons, du corps et du désir et du besoin. Un exemple chez un animal, c'est un cheval qui se trouve sur un champ de bataille, puisqu'il y a de la cavalerie, un cheval de la cavalerie, qui sort du champ de bataille parce qu'il a soif et qu'il cherche une source où boire. Et en sortant du champ de bataille, en fait, il sauve sa vie, parce que s'il était resté, il aurait été tué par le feu de la bataille. Donc, il n'est pas sorti du champ de bataille en vue de sauver sa vie, parce qu'il ne s'est pas rendu compte, en fait, de cette possibilité de se sauver, ni de la menace. Il est sorti du champ de bataille pour une autre raison, simplement parce qu'il avait soif. Et c'est une nécessité, parce qu'un autre animal que l'homme, dès qu'il a un besoin de ce type-là, un besoin physiologique, il va chercher à y répondre. Alors que le soldat, par exemple, sur le champ de bataille, s'il a soif lui aussi, il ne sortira pas du champ de bataille parce que l'impératif de combattre est plus important pour lui que le besoin de son corps. Donc voilà pourquoi on appelle dans ce cas le hasard automaton. C'est par hasard que le cheval a sauvé sa vie en sortant du champ de bataille, parce que ce n'est pas un fait récurrent, bien sûr, ni régulier. C'est un fait qu'il aurait pu viser, mais dans ce cas-là, il ne l'a pas visé. Donc on dit par hasard, ça a été tout bénéfice pour lui, pour sa vie. Un exemple avec une chose inanimée, c'est une tuile qui tombe d'un toit. Une tuile qui tombe d'un toit, et justement à ce moment-là, il y a un passant en dessous, et elle le blesse. Alors, la tuile, elle est tombée par nécessité, parce qu'il y avait une nécessité à ce que si elle s'était détachée déjà par une suite d'intempéries ou d'événements quelconques, et qu'elle était presque tombée, et puis qu'un coup de vent assez fort l'a fait tomber, il y a une nécessité à tout cet enchaînement. Elle est tombée par nécessité. Et d'autre part, le fait que le passant se trouve là à ce moment-là, c'est aussi le résultat de tout un enchaînement causal, puisqu'il se rendait quelque part, il passait justement par là. Les deux enchaînements de causes se rencontrent, convergent à cet endroit,
Et donc, il y a une sorte de nécessité à ce que la tuile tombe sur la tête de cet homme-là. Vous pouvez penser aussi à la pomme de Isaac Newton. Mais Aristote ne pouvait pas encore évoquer le célèbre exemple d'Isaac Newton. Et donc, dans ce cas-là, le hasard n'est pas opposé à la nécessité. Donc, en même temps, on a un enchaînement de causes nécessaires, et pourtant, on dit que par hasard, voilà, c'est tombé sur ce pauvre passant. Mais ça aurait pu, là aussi, être un effet visé. C'est-à-dire, une intention malveillante aurait pu aussi calculer que la tuile tombe à ce moment-là, hein, ou la poutre sur la tête de pauvre Cyrano. Et voilà. Donc on a des exemples de tout ça est très courant en fait et très familier, si ce n'est qu'il fallait le formuler de manière précise. Et c'est ça qu'Aristote parvient à faire, hein, c'est de dire très précisément, vous prenez les événements qui ne se passent ni toujours ni le plus souvent, vous distinguez parmi eux ce qui pourrait être visé intentionnellement et ce qui pourrait l'être mais qui ne l'est pas à ce moment-là, eh bien on dit que ça se passe par hasard. Et donc, ou bien... selon la Tuquet pour les activités humaines, on traduit souvent par fortune, la fortune, hein, au sens de la bonne ou la mauvaise fortune, mais enfin c'est quand même un peu vieilli. Et puis couramment on dira je l'ai rencontré par hasard, pas par fortune. Hein, donc la traduction est un peu... bon. Et puis, ou bien, donc pour les autres choses que les humains, automatone, donc par une sorte d'action mécanique en somme. Donc voilà pour cette théorie du hasard, et ça permet à Aristote de répondre donc à la théorie d'Empédocle de la zoogonie qui se serait faite par hasard, hein, donc la génération des espèces animales qui se serait faite par hasard. Comment est-ce que Empédocle propose cette théorie ? Il propose que dans la constitution progressive des corps, toute l'action de l'amour, hein, donc vous vous souvenez, on a une dispersion des éléments et puis l'amour les rassemble. Les parties des corps seraient d'abord apparues séparées et puis se seraient rassemblées en des corps complets. Et donc, il y avait des ratés, dit Empédocle, c'est-à-dire il y avait des choses qui ne se convenaient pas l'une avec l'autre, par exemple des hommes à tête de bœuf. Et donc, ces assemblages qui n'étaient pas aptes à la survie ont disparu. Parce qu'ils s'étaient assemblés simplement fortuitement, un peu comme les atomes, des atomistes se rencontrent fortuitement, et puis si l'agrégat convient, hein, si les atomes se conviennent, ils restent agrégés, sinon ils se séparent à nouveau. Et Aristote estime que ce n'est pas possible que des espèces animales soient apparues comme ça. Alors, on sait bien que pour Aristote, les espèces animales ne sont pas apparues un jour, mais qu'elles existent toujours. Mais même indépendamment de cette question, il a une objection qui est plus profonde et qui pourrait aussi convenir à une théorie évolutionniste. Cette objection, c'est que ce qu'on observe pour qu'il y ait génération d'animaux, c'est qu'il y a besoin d'une semence qui transmet les caractéristiques de l'espèce, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y a besoin de cette transmission des caractéristiques de l'espèce. Or, comment un animal qui aurait été composé par hasard de parties éparses pourrait-il avoir cette semence du corps complet et qui se transmette à une descendance ? Si une première fois, hein, donc en supposant qu'il y a une origine première, si une première fois une certaine espèce animale s'est composée de parties fortuitement assemblées, pourquoi est-ce qu'à la génération suivante et pour toutes les générations qui suivent, pourquoi alors à ce moment-là, on aurait une régularité. D'où viendrait cette régularité alors que les parties au départ ont été assemblées par hasard? Donc l'objection d'Aristote, c'est que si c'est apparu une fois par un assemblage fortuit, alors toutes les autres fois, ça doit aussi se passer par assemblage fortuit. Hein, parce qu'on ne voit pas d'où viendrait le principe de régularité. Et ça, c'est une objection très forte, parce que ça veut dire que même dans une théorie évolutionniste, il faut penser que le principe de reproduction de l'espèce est créé dès le départ, est produit dès le départ. Si on n'a pas, dès le tout premier organisme, un principe de reproduction, alors cet organisme-là arrivera une fois, disparaîtra, et puis il en arrivera un autre une seule fois, et il n'y aura que des individus, on n'aura jamais d'espèce. Pour qu'il y ait une espèce, il faut que le principe de reproduction soit là dès le départ. Donc c'est intéressant quand même, malgré le fait que Aristote ne se résout pas à ce qu'il y ait une apparition des espèces. Donc voilà comment il insiste sur le fait que tout ce qui se produit par hasard
se fait toujours sur fond de régularité, où les causes accidentelles, si vous voulez, le hasard fait partie des causes accidentelles, ce qui arrive de temps en temps par exception. Les causes accidentelles se font toujours sur un fond de causes nécessaires et de régularité. Il faut d'abord qu'il y ait des régularités dans la nature, et tout ce qu'on appellera accident, exception, anomalie ou particularité, ça se produira comme par une sorte de déviation par rapport à la régularité. Et donc ça se produit tout le temps dans la nature, mais c'est l'exception et non la règle. Il faut d'abord qu'il y ait la règle pour qu'il y ait l'exception. On ne pourrait pas, à partir d'une somme d'exceptions ou d'accidents, faire naître une règle. Une régularité ne naîtra jamais d'une série d'accidents. Ça, c'est très impressionnant quand même comme théorie. Donc voilà qui clôt en fait la théorie des causes. Et pour la suite de l'ouvrage sur la physique, on arrive à la théorie générale du changement, avec aussi les notions qui accompagnent nécessairement le changement, c'est-à-dire l'infini, est-ce que le changement est infini, le lieu, puisqu'il y a déplacement selon le lieu, le vide, est-ce qu'on doit supposer le vide pour que le changement soit possible, et le temps, évidemment, tout changement implique le temps. Pour la théorie du changement, je ne veux pas vous donner trop de détails parce que, sinon on pourrait y passer 10 séances seulement sur la physique. Mais juste quelque chose de vraiment important, tout à fait essentiel chez Aristote, c'est que pour lui, le changement est un continu, c'est un processus continu. Et ce processus continu, cette continuité, dépend du fait que toute grandeur aussi est continue, y compris la matière des corps. Donc on a une physique qui est entièrement une physique du continu et du plein chez Aristote. Tout est continu et plein. Donc l'univers tout entier est plein de matière. Évidemment, les matières peuvent être très peu denses, comme l'air par exemple. N'empêche que l'air c'est du plein, c'est pas du vide. Et Aristote l'étend à l'ensemble de l'univers. Et tout est continu, donc toute grandeur, tout mouvement, tout temps est continu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement un continu ? Il y a une première définition qui distingue le continu de ce qui est seulement contigu, c'est-à-dire en contact. Si vous mettez deux objets simplement en contact l'un contre l'autre, leurs extrémités, dit Aristote, sont ensemble. Leurs extrémités sont ensemble, elles sont l'une contre l'autre. Ça, c'est contigu. Pour que ça devienne un continu, il faut que leurs extrémités se confondent en une seule, et que donc la jonction soit une sorte de fusion, de telle manière que ça ne forme vraiment plus qu'un seul ensemble, que ce ne soit pas séparé facilement. Que pour séparer, il faille cette fois couper le corps pour le séparer. Donc le continu, c'est, selon une première définition, ce dont les extrémités sont une. Et donc ça, on peut y penser en évoquant des objets qui peuvent être soit simplement l'un contre l'autre, soit vraiment fusionnés de manière à n'en former plus qu'un. Mais il y a une deuxième définition plus intéressante qui est le continu, c'est ce qui est divisible à l'infini. Et ça lui permet de faire des tas de rapports avec les mathématiques et avec évidemment la question de l'infini. Alors, comment comprendre ça ? Si vous prenez une ligne, parce que bien sûr l'exemple mathématique de la ligne est tout à fait est le plus parlant, elle lui sert toujours d'analogie. Une ligne est continue, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire qu'elle a pu être constituée de deux segments de ligne, mais ces segments ne sont plus séparés, ils sont fondus l'un dans l'autre, on ne distingue plus ces segments, la ligne est une seule entité complète. Mais elle est divisible potentiellement à l'infini, c'est-à-dire dans ce segment de ligne où, quelle que soit la petitesse d'un segment de ligne, il est possible de faire une infinité de divisions. Je peux la diviser en n'importe quel point, mais il y a une infinité de points sur tout segment de ligne. Le point est une limite potentielle dans une ligne, à n'importe quel endroit d'une ligne, mais le point lui-même n'a aucune extension. Il n'est qu'une limite, il n'est qu'une division. Il n'occupe aucun espace. Et donc, une ligne n'est pas composée de points. Parce que une composition de choses sans extension, c'est toujours sans extension. Pour qu'il y ait l'extension de la ligne, il faut additionner
ce qui est déjà des segments de ligne. Ce sont déjà des segments de ligne qu'on additionne pour former une ligne. Et on ne trouvera pas le segment le plus petit d'une ligne. Il est impossible d'isoler le plus petit segment de ligne. Il y a toujours plus petit. Si vous divisez encore, vous pourrez encore diviser, et ce, à l'infini. Et c'est pareil pour la matière, selon Aristote. La matière aussi, vous pouvez la diviser à l'infini. Il n'y a pas de plus petite partie d'une table, d'un corps quelconque. Il n'y a pas de plus petite partie. On peut toujours encore diviser. Et ça permet, du coup, à Aristote de présenter sa théorie de l'infini et de dire qu'en tout cas, l'infini, par la petitesse, il existe vraiment. Il faut vraiment poser qu'il existe, l'infini. Mais avec quelle définition? Sa définition devient ce qui ne s'arrête jamais. Donc la division est infinie parce qu'elle ne s'arrête jamais. Mais ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui n'est jamais actualisé. L'infinité des divisions sur une ligne ne sera jamais actualisée. C'est-à-dire, on ne pourra jamais produire toutes les divisions en actes. Parce que, à ce moment-là, si on divisait toute la ligne par toutes ces divisions possibles, il n'y aurait plus rien. On n'aurait plus de segments, mais on n'aurait plus non plus, on n'aurait plus que des points, mais comme on sait que les points ne composent pas la ligne, on n'aurait plus rien, on n'aurait plus de morceaux de ligne. Donc vraiment, ça c'est une théorie qui part des mathématiques, et ce n'est pas Aristote qui l'a élaboré mathématiquement, ce sont des mathématiciens de l'Académie, et c'est ce qui donnera d'ailleurs la théorie d'Euclide. Euclide ne fait que reprendre des axiomes mathématiques qui avaient déjà été élaborés. Mais Aristote applique cette théorie mathématique aussi au corps physique, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Il y avait d'autres théories qui estimaient, comme de nouveau les atomistes, qu'il y avait des plus petites quantités de matière insécables, atomos, insécables, et par conséquent aussi du vide. Les deux vont ensemble. Si vous avez une théorie de la divisibilité à l'infini, vous n'avez pas de vide, par conséquent, dans des matières, quelles qu'elles soient, aussi denses ou aussi peu denses qu'elles soient, il n'y a pas besoin de vide, il y a toujours de la matière. Et donc ce qui fait la différence de densité justement entre les matières, c'est leur nature, dit Aristote, c'est qu'elles sont d'une essence différente. Il y a des essences matérielles solides, c'est-à-dire compactes, et il y a des essences matérielles denses, fluides, mais ce sont des essences différentes. Ce n'est pas une question de quantité de particules par rapport au vide. Alors que chez les atomistes, densité et rareté étaient définies comme ça. Le plus dense, c'était ceux où il y avait le plus de vide et le moins de particules dans ce vide. L'inverse, le plus dense, ce qui avait le plus de particules dans le moins de vide, et le plus rare, à l'inverse, c'était ceux qui possédaient le moins de particules dans le plus de vide. Alors pourquoi est-ce qu'Aristote estime qu'il n'y a pas de vide? D'abord, une partie de son argumentation, c'est pour montrer qu'on n'en a pas besoin. Et l'autre partie de son argumentation, c'est pour dire que si on le suppose quand même, on va tomber sur des difficultés logiques. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en a pas besoin? Il dit parce que le mouvement, on voit bien que le mouvement, il a lieu à travers les corps. C'est-à-dire il y a du mouvement dans l'eau, il y a du mouvement dans l'air, donc on n'a pas besoin de supposer le vide pour qu'il y ait du mouvement. Le mouvement a lieu de toute façon. Et on explique le fait que, évidemment, le corps traversé, il laisse la place au corps traversant, si vous voulez, mais on explique ça par le déplacement simplement des parties. Quand un corps pénètre dans de l'eau, les parties de l'eau simplement se déplacent et puis elles se répandent ailleurs, et il y a toujours, de cette manière, par déplacement successif, il y a toujours de la place pour tout. Donc on n'en a pas besoin, et on n'en a pas besoin non plus pour expliquer le dense et le rare, puisqu'il dit que c'est une différence en fait essentielle. Ensuite, il dit qu'on n'en a pas besoin non plus pour expliquer ce qui existerait en dehors des frontières de l'univers, puisque lui, il conçoit un univers limité dans l'espace, pas dans le temps, mais dans l'espace, oui. Et par conséquent, bon, évidemment, c'est toujours l'objection existait déjà. Si l'univers est limité, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Dans quoi est-ce qu'il se trouve? Et là, c'est par sa théorie du lieu qu'il va y répondre, mais je vais y venir avec sa théorie du lieu. Mais bon, d'abord, pour terminer sur l'argumentation contre le vide, pourquoi est-ce qu'on arrive à des difficultés si malgré tout, on veut poser qu'il existe le vide? On a des difficultés pour le mouvement, dit Aristote, parce que un mouvement dans le vide, comment il se ferait? D'abord, le vide, c'est isotrope.
C'est-à-dire, c'est tout à fait équivalent dans toutes les directions. Il n'y a pas de direction privilégiée. Les directions n'ont aucun sens dans du vide. Par conséquent, on ne pourrait pas expliquer dans un vide pourquoi certaines choses vont vers le bas et d'autres vers le haut. Pourquoi il y a des mouvements directionnels et qui sont nécessairement directionnels. Il y a des choses qui vont toujours vers le bas, d'autres toujours vers le haut. Comment ça s'expliquerait dans du vide? Bon, alors, on sait qu'il n'a pas la bonne explication, mais voilà son raisonnement. Et une autre difficulté, c'est que c'est une question de proportionnalité entre les vitesses qu'un corps peut avoir à travers différents milieux traversés. Donc on voit bien que si un corps traverse un milieu plus dense, sa vitesse est moins grande, donc à impulsion égale et à forme du corps égale. Donc en prenant le même corps, de même forme pénétrante, et avec une impulsion au départ égale, dans un milieu plus dense, la vitesse du corps sera moins grande. Et donc moins le milieu est dense, plus le corps ira rapidement. Donc dans l'infini, qui est supposé être d'une densité 0, le corps devra avoir une vitesse infinie. Alors une vitesse infinie, c'est inconcevable. Donc ça pose un problème. Et si même, dit Aristote, si même on estimait qu'il reste une certaine commensurabilité entre le fini et l'infini, c'est-à-dire si même on disait, en fait l'infini n'est pas d'une densité 0, mais il est d'une densité extrêmement faible. Donc on garde une certaine proportionnalité. Alors dans ce cas, on n'arrive plus à faire la différence entre du plein et du vide, parce que la définition du vide, dans ce cas, ça devient ce qui est très peu plein, mais c'est plein quand même. Et donc on n'a pas une définition du vide, on n'a pas un vrai vide. Tant qu'il y a quelque chose, ce n'est pas tout à fait du vide. Et si c'est tout à fait du vide, la vitesse devrait être infinie. Donc ça ne marche pas. Donc voilà les difficultés auxquelles il est confronté. Bon, il faudra attendre très longtemps avant de résoudre ces problèmes-là. Donc voilà sa théorie du vide. Et alors maintenant, quant à la théorie du lieu, vous pressentez déjà que, évidemment, il n'aura pas une conception de l'espace pur, ou de l'espace abstrait, de l'espace sans corps. Forcément, sinon ce serait du vide. Donc il n'y a pas un espace qui est indépendant des corps. Il y a ce qu'on appelle l'espace, pour lui, c'est ou bien l'étendue des corps eux-mêmes, par exemple on dira l'espace de cette salle, mais en fait l'espace de cette salle, c'est l'air qui occupe cette salle, c'est les murs de cette salle, c'est tout ce qui est contenu dans cette salle, c'est ça en fait l'espace. Ce sont les corps qui dessinent l'espace, enfin qui occupent une certaine extension, c'est parce que la matière est étendue, que alors par une sorte d'abstraction, on peut en retenir uniquement la spatialité. Mais l'espace c'est une sorte d'abstraction. Vu que les corps sont étendus, si on veut en retenir seulement la spatialité, on fait abstraction du côté solide de la matière, on n'en retient que l'extension et ça fait un espace. Mais cet espace-là, c'est l'espace mathématique, ce n'est pas l'espace physique. Physiquement, ce qui existe, c'est l'étendue des corps. Alors qu'est-ce que c'est le lieu? Le lieu, ça existe bien. Mais le lieu, il le prend uniquement dans sa signification courante. C'est-à-dire qu'un lieu, en somme, c'est un corps qui contient d'autres choses. C'est un corps qui contient d'autres corps. Encore une fois, cette salle, c'est un corps. C'est un corps, cette salle, et elle contient d'autres corps. Et donc, plus précisément, il en arrive à dire que le lieu est la limite du corps contenant. Donc, si on veut définir précisément ce qu'occupe l'extension de ce lieu, on dira que c'est la limite du corps contenant, donc on suppose la limite de la paroi qui entoure cette salle, qui compose cette salle. Et que vous réfléchissiez à n'importe quel lieu, effectivement c'est toujours ça. Le lieu c'est toujours un certain contenant, mais donc en prenant sa limite intérieure par rapport à son contenu. Et c'est ce qui explique qu'on peut changer de lieu. Par conséquent, le lieu lui-même ne change pas, donc le corps contenant ne change pas, mais ce qui est contenu peut en sortir et autre chose le remplacer. C'est un peu la vision du vase, le vase dans lequel on peut mettre de l'eau, ou autre chose, ou rien du tout, alors c'est de l'air. Et cette théorie du lieu, qui est encore une fois, c'est vraiment la conception courante du lieu en somme. Cette théorie du lieu lui permet de concevoir son univers limité, mais ne se trouvant plus dans un lieu. Pourquoi? Parce que c'est le tout, l'univers c'est le tout.
c'est le tout de la matière. Il n'existe pas d'autre matière. Donc il n'existe plus de contenant au-delà. Et comme il n'y a pas de corps contenant au-delà, il n'y a pas de lieu. L'univers n'est pas dans un lieu. Et comme il n'est pas dans un lieu, il n'y a pas à se poser la question de ce qu'il y a au-delà. L'univers n'est plus dans un lieu. Donc contrairement à l'intérieur de l'univers, en revanche, tout est dans un lieu. Il y a des lieux de plus en plus englobants. Donc cette salle se trouve dans le théâtre dans la ville, etc. Donc il y a des lieux de plus en plus englobants. Mais le tout dernier lieu, c'est l'extrémité de l'univers, et lui n'est plus dans un lieu. Et donc voilà comment il résout le problème de son univers qui est fini, et pourtant qui est vraiment le tout. Et il n'y a pas de vide au-delà. C'est... Bon, vous allez me dire, c'est pas bête, même si c'est probablement faux. Alors, la dernière toute grande composante de la théorie du changement, c'est la théorie du temps. Et là aussi, Aristote est assez remarquable sur la question du temps. Il se pose d'abord la question de si le temps existe vraiment. Parce que bon, c'est devenu un lieu commun, mais c'est lui qui pose pour la première fois cette difficulté. Le temps, en fait, on a de nouveau dans son acception courante, on a l'habitude de dire que pour la partie passée, il n'est plus, pour la partie future, il n'est pas encore, et le présent, quant à lui, a l'air totalement insaisissable, parce qu'au moment où on veut saisir le présent, il est déjà passé. Et donc le présent, c'est cet instant absolument insaisissable qui, alors Aristote va tout à fait reprendre cette idée qu'il s'agit d'une limite exactement parallèle au point dans une ligne. C'est la même chose, le temps est un continu, comme une matière, comme un corps étendu ou comme une ligne mathématique, et ce qui joue le rôle du point dans le temps, c'est l'instant. L'instant qui n'est d'ailleurs pas seulement le présent, mais qui peut être un instant qui délimite n'importe quelle partie du temps. Mais à ce moment-là, c'est nous qui devons le penser. On peut penser à un instant qui s'est produit dans le passé ou un instant qui se produira dans le futur et qui permettra de distinguer des portions de temps. Donc l'instant, il agit comme le point dans la ligne. On peut le placer à n'importe quel moment du temps et dire là, je distingue ce qui vient avant et ce qui vient après. Et si ce n'est toute grande différence du temps par rapport à tous les autres continus, c'est que dans le temps, on ne peut pas diviser vraiment. Si je fais une séparation entre deux segments de ligne, après je peux vraiment les séparer, c'est-à-dire que je peux dire que je les divise en deux, j'ai une partie de ligne ici et une partie qui continue là. Et qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir séparer vraiment deux parties de la même ligne? J'ai dédoublé le point en fait. Là où ce point était absolument unique et surtout sans extension, ce que j'en ai fait, c'est que j'en ai fait un point ici qui sert d'extrémité à ce segment et j'en ai fait un deuxième point ici qui sert d'extrémité à cet autre segment. Donc pour pouvoir diviser effectivement une ligne, on dédouble un point. Donc, au lieu d'avoir une seule extrémité confondue, on a désormais deux extrémités. Et ce sera pareil avec un corps continu. Si je veux diviser cette table, en fait, il y a pas seulement une ligne, mais une surface, une épaisseur de table qui sera dédoublée. J'aurai deux surfaces là où il n'y en avait qu'une, là où c'était confondu. Avec le temps, on ne peut pas le faire vraiment. Il est impossible de l'arrêter à quelque endroit que ce soit. Et le présent, il est vraiment impossible de le saisir. C'est vraiment un instant qui, au moment où on essaye de l'isoler, de l'arrêter, est déjà passé. Donc il y a cette difficulté de l'appréhension de ce qu'est le temps. Mais Aristote va le penser donc sur le modèle des continus. Et la première chose qu'il fait remarquer, c'est qu'il est impossible qu'il y ait du temps sans changement. Donc dans un univers qui serait complètement immobile, il n'y aurait pas de temps. Pourquoi? Mais parce que justement, il n'y aurait pas d'avant et d'après. Il n'y aurait pas de distinction entre des états différents. Et s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de différence, alors mais quel type de différence? Parce qu'il y a des différences spatiales aussi, bien sûr. Il y a des distinctions spatiales.
les différences spatiales, c'est-à-dire on peut saisir en même temps plusieurs objets dans un seul espace qui sont coexistants. Hein, plusieurs objets qui coexistent dans le même espace et qu'on distingue par leur position. Dans le temps aussi, on peut dire que des objets se distinguent par leur position, hein, position relative, ceux qui sont avant, ceux qui sont après, mais ils ne coexistent pas. Ils ne peuvent pas coexister. C'est justement la définition même de la succession temporelle, c'est que les étapes successives ne coexistent pas. L'une remplace constamment l'autre. C'est constamment remplacé. Ce qui est dans le temps, ce qu'on appelle un processus qui se déroule dans le temps, c'est un processus dont aucune étape ne subsiste plus qu'une fraction hein, de temporalité et elle est déjà passée et elle a cédé la place à une autre. Donc la succession spatiale, elle existe. Je peux dire qu'il y a d'abord le premier rang, puis le deuxième, puis le troisième. Il y a une succession spatiale. Mais les objets qui se succèdent coexistent. Ils sont là en même temps. Tandis que la succession temporelle, une chose vient après une autre, il vient après une autre, ce sont des étapes qui ne coexistent pas. C'est ça la grande différence. Donc il n'y a pas par conséquent de temps sans changement, puisque pour qu'il y ait des choses qui se succèdent, il faut qu'il y ait une transformation. Si c'est tout le temps la même chose, comment est-ce qu'on pourra dire qu'elle se succède à elle-même? Si c'est tout le temps la même chose, elle ne se succède pas. Elle est là, une fois pour toutes la même. Il n'y a pas de succession. S'il y avait une seule et même chose éternellement immuable, il n'y aurait pas de succession, donc il n'y aurait pas de temps. Donc le temps va nécessairement avec le changement. Et dans le texte numéro 3 que vous avez, Aristote fait cette expérience, enfin fait appel à cette expérience que nous avons couramment, qui est donc une liaison, qui nous montre la liaison nécessaire entre le mouvement et le temps, en montrant que chaque fois qu'on a conscience d'un changement, on a aussi conscience d'un temps qui s'est passé, et chaque fois, inversement, qu'on a la conscience d'un temps qui s'est passé, on sait qu'il y a eu aussi un changement qui s'est passé. Donc, lisons ce texte. Nous connaissons le temps quand nous avons défini le mouvement, défini au sens de saisi précisément, hein, déterminer qu'il y a un mouvement, en le définissant par l'antérieur et postérieur. Donc vous voyez que c'est tout de suite l'expression essentielle, c'est antérieur et postérieur. C'est ce qui montre qu'on est dans la succession, c'est ce qui indique la succession. Et nous disons qu'il s'est passé du temps lorsque nous prenions sensation de l'antérieur et du postérieur dans le mouvement. Le mot sensation est important parce que ça veut dire que tous les animaux qui sentent le temps. Ils sentent qu'il y a du mouvement, ils sentent qu'il y a du temps qui passe. Mais on pourra ajouter, mais c'est dans d'autres textes que ça viendra, que tous les animaux n'ont pas pour autant la mémoire. Pourquoi? Ils ont la sensation du temps qui passe parce qu'ils ont la sensation du mouvement, donc ils savent ce que c'est que avant et après. Ils peuvent en tout cas régler leur conduite sur de l'avant et de l'après. Par exemple, anticiper quelque chose qui va se passer, ou réagir au fait que si un objet se déplace et qu'ils veulent l'attraper, il faut qu'ils aillent là où il sera et pas là où il est maintenant, par exemple. Vous pouvez imaginer chaque fois un prédateur qui calcule comment attraper sa proie, il va anticiper les étapes du mouvement. Donc, ils ont une sensation, sans notion, hein, bien sûr, sans le mot, sans le logos correspondant, mais ils ont la sensation du mouvement et donc du temps, c'est-à-dire de la succession des étapes du changement. Mais ils n'ont pas nécessairement la mémoire, parce que la mémoire, c'est non seulement la conscience que du temps s'est passé, mais aussi c'est situer quelque chose qui a déjà été vécu dans un moment du passé. C'est-à-dire, c'est se dire « Ah, j'ai déjà vécu ça dans le passé » ou « J'ai entendu ça précédemment ». J'ai vu ça précédemment. Et donc le situer dans son propre passé, hein, par rapport à soi-même, par rapport à sa propre existence, ça c'est la mémoire. Et ça n'appartient pas à tous les animaux. Bon, donc ça c'était une petite digression hein, pour dire, c'est intéressant que le temps il est senti. Il n'est pas, c'est pas intellectuel la saisie du temps, c'est pas l'intelligence qui le saisit, c'est la sensation. Donc, or, nous définissons ceux-ci, l'antérieur et le postérieur, en les concevant comme autres. Hein, on fait une différence entre ce qui est avant et ce qui est après, avec entre eux un intermédiaire différent, car lorsque nous considérons les extrémités
comme différentes du milieu, et que l'âme dit qu'il y a deux instants, l'âme au sens de l'âme sensorielle simplement, on l'a vu, l'âme dit qu'il y a deux instants, l'un antérieur et l'autre postérieur, alors nous appelons ça le temps, car ce qui est défini par l'instant semble être le temps. Considérons ça comme établi. Pourquoi c'est si important de saisir l'instant? C'est parce que c'est par cette limite qu'on peut comparer ce qu'il y a avant et après. On ne peut pas définir un avant et un après sans saisir la limite entre les deux. Et on peut le faire de deux façons, c'est ce que dit la phrase suivante. Lorsque donc nous percevons l'instant comme unique, et ni comme antérieur et postérieur dans le mouvement, ni comme le même séparant un antérieur et un postérieur, alors il nous semble qu'aucun temps ne s'est passé. Donc voyons plus en détail cette opposition. Qu'est-ce que ça veut dire saisir un instant comme unique? Il y a un autre passage où Aristote dit, fait référence à une légende qu'on ne connaît pas par ailleurs, mais où des personnes se seraient endormies, mais d'un sommeil magique, d'un sommeil très spécial, où au moment de se réveiller, elles n'auraient pas remarqué, elles n'auraient pas pris conscience qu'elles s'étaient endormies. Donc c'est comme si leur endormissement avait été juste instantané, n'avait duré aucun temps, puisqu'elles n'ont pas, au réveil, l'impression que du temps a passé, qu'elles ont dormi pendant un certain temps. De fait, c'est très curieux, parce que quand on se réveille, on sait qu'on a dormi pendant un certain temps. Même si on ne peut pas le préciser combien de temps, on sait qu'on se rend compte qu'on a dormi et donc que du temps s'est passé. Mais là, donc justement, dans cette légende, ce sommeil avait ça de particulier que les personnes au réveil identifiaient l'instant de l'endormissement avec l'instant du réveil et donc ne se rendaient pas compte que du temps s'était passé. Donc c'est ça, saisir un instant comme unique, c'est essayer de saisir un instantané. Une absence d'écoulement. Et il y a deux expériences qui s'opposent à ça. Donc si on ne perçoit pas l'instant comme unique, on peut le sentir de deux façons. Donc ou bien comme antérieur et postérieur dans le mouvement, ou bien comme le même séparant un antérieur et un postérieur. Donc on peut dire ou bien que dans un mouvement, on peut saisir par deux instants différents une portion de temps qui s'est écoulée. Donc, par exemple, quand je me dis la leçon a commencé il y a une demi-heure, et donc entre le début de la leçon, premier instant, et l'instant actuel, il y a une demi-heure qui s'est écoulée. Je saisis cette demi-heure, cette portion de temps, par deux instants. Je l'isole par deux instants. Je peux aussi saisir un instant unique avec ce qui est venu avant et ce qui est venu après. Donc je peux aussi prendre une extension avec une seule limite et je divise alors simplement le temps en un long segment indéterminé avant et un long segment indéterminé après. Mais dans tous les cas, j'ai conscience du temps. Dans tous les cas, j'ai conscience qu'il y a une extension de temps. Je poursuis la lecture. Lorsqu'au contraire, nous percevons l'antérieur et postérieur, alors nous disons qu'il y a du temps, car voilà ce qu'est le temps, et voilà la définition du temps. Le nombre du mouvement selon l'antérieur et postérieur. Alors, selon l'antérieur et postérieur, on a bien compris pourquoi, il faut qu'il y ait succession. Mais pourquoi le nombre du mouvement ? Alors ça a été vraiment une grande difficulté pour tous les successeurs d'Aristote dans l'Antiquité, c'est de comprendre pourquoi ce mot « nombre ». Et ces successeurs se sont empressés de remplacer ce mot « nombre » par un terme qui leur semblait plus adéquat, mais qui exprimait une extension, une distance, un écart. Les épicuriens et les stoïciens, donc, qui suivent directement Aristote, ont en général utilisé le mot diastéma au lieu de nombre. Diastéma, vous reconnaissez de nouveau le préfixe dia qui exprime un à travers, une continuité. Et donc diastéma, c'est l'écart, la distance, l'intervalle. Et donc il dit c'est plutôt l'intervalle du mouvement selon l'antérieur et postérieur. Mais Aristote précise dans la suite ce qu'il entend par ce nombre. Il s'empresse de dire qu'il ne s'agit pas d'un nombre au sens mathématique du terme, c'est-à-dire un nombre nombrant, un nombre qui permet de nombrer, qui permet de chiffrer
une extension quelconque. Il s'agit d'un nombre nombré. Il s'agit d'un nombre nombré, c'est-à-dire d'un nombre auquel on peut appliquer un nombre mathématique, donc d'une quantité qu'on peut chiffrer par un nombre mathématique. Bon, alors on va lire la dernière phrase. Le temps n'est donc pas mouvement, donc ça ne se confond pas, le temps est inséparable du mouvement, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais il est en tant que le mouvement possède un nombre. Le mouvement possède un nombre. Un indice en est que nous distinguons d'une part le plus et le moins par le nombre, donc pour dire qu'il y a plus ou moins de mouvement, on donnera un nombre plus ou moins grand, et d'autre part un mouvement plus ou moins long par le temps. Ce que le temps indique du mouvement, c'est s'il est long ou s'il est court. Donc le temps est un certain nombre. On dit pour préciser la longueur d'un mouvement, on va utiliser un nombre. On va dire ce mouvement a duré autant d'unités, peu importe l'unité qu'on prend pour mesurer. Mais comment comprendre cette quantité qu'on appelle le temps, cette quantité de mouvement qu'on appelle le temps? C'est quoi exactement? Il ne faut pas confondre avec la quantité de mouvement effectivement accompli. C'est-à-dire que sur une distance, par exemple, le temps n'est pas la quantité de distance accomplie, parcourue. Parce que la même distance peut être parcourue par des temps différents, en des temps différents. C'est la même chose pour une altération, pour un changement qualitatif. Un changement, par exemple, du noir au blanc peut se faire, du noir au blanc, peut se faire en moins de temps, alors qu'il change un maximum, dans un maximum d'écart de couleur, peut se faire en moins de temps qu'un changement du noir au gris, qui a un moindre écart de couleur. Donc ce n'est pas l'écart justement dans le domaine qui change. Ce n'est pas l'écart qui est le temps. Le temps, ce n'est pas non plus l'unité de mesure. Parce que, évidemment, on va essayer de mesurer les mouvements par des unités de mesure. Et ces unités de mesure, Aristote dit qu'elles sont à la fois des unités temporelles et des unités et des mouvements eux-mêmes, et des mouvements elles-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'on choisit comme unité de mesure? On choisit, alors on peut choisir une unité de mesure arbitraire, mais en général, on la fonde, on l'ancre dans un phénomène naturel. Par exemple, les mesures de temps les plus familières, c'est l'année. L'année, donc, elle a évidemment une base naturelle. Donc c'est bon, pour nous, le tour complet de la Terre autour du Soleil. Pour Aristote, c'est le Soleil qui revient au même endroit, enfin qui se lève au même endroit, qui revient au solstice ou qui revient à l'équinoxe. Le jour et la nuit, c'est une unité, même si la durée du jour et de la nuit respectivement est variable, l'ensemble jour et nuit est une unité qu'on peut utiliser parce qu'elle est stable, parce qu'elle est récurrente, c'est toujours la même. Et bon, à partir de là, par une série de divisions, on arrive à l'heure, la minute, la seconde. Alors actuellement, évidemment, on utilise les horloges atomiques, mais les horloges atomiques, c'est aussi basé sur un phénomène naturel, c'est-à-dire que c'est la durée d'un certain nombre de périodes d'un rayonnement électromagnétique dans un atome. Donc un atome émet un rayonnement électromagnétique et on prend de manière conventionnelle une certaine quantité de ce rayonnement. Donc c'est à la fois naturel et conventionnel. Mais donc en fait, l'unité de mesure, c'est toujours un mouvement. C'est toujours un mouvement qui sert d'unité de mesure. Le rayonnement, c'est un mouvement, c'est un changement dans l'atome. Toujours un changement qui sert d'unité de mesure. Et ensuite, on reporte ça sur la quantité qu'on veut mesurer. Donc on a toujours besoin d'un référent, d'un étalon qui nous sert à mesurer une quantité de temps ou de mouvement. Mais le temps, alors, c'est pas non plus cette unité de mesure. Le temps, ce n'est pas la seconde. La seconde permet de mesurer le temps, mais le temps n'est pas la seconde. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les considérations de la relativité parce que c'est un terrain autrement complexe. Mais il faut vraiment réfléchir à des confusions qu'on fait très couramment entre
le temps et le changement, par exemple, ou entre le temps et l'unité de mesure. Donc il faut se demander si, lorsque deux horloges atomiques ne donnent pas la même mesure, il faut se demander si c'est parce que le temps qu'elles mesurent est différent, ou si c'est parce que le changement qui indique cette mesure, donc le changement de rayonnement justement, a été modifié par des circonstances. Est-ce que ce rayonnement a été modifié par les circonstances, comme on sait que le rayonnement est modifié par exemple par la gravité, etc. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est le temps par rapport au changement ? Donc si on essaye de comprendre le mieux possible les indications d'Aristote, on se retrouve à dire que le temps, c'est le fait même que le changement est une succession d'étapes non coexistantes et mesurables. Non coexistantes mais mesurables. Vous voyez, le temps, c'est la succession des étapes. Et c'est en ça que temps et espace diffèrent. C'est pas du tout le même type. Le temps, c'est pas la même chose qu'une dimension spatiale. Les dimensions spatiales sont dans la coexistence. La dimension temporelle est dans la non-coexistence. Donc c'est la succession. Et donc je pense que le mot nombre chez Aristote pourrait être remplacé éventuellement par succession, mais pas simplement par écart, puisque dans l'espace aussi on a des écarts, des intervalles. Donc voilà pour cette théorie assez complexe du temps et de l'instant. Et en parlant donc, en venant à parler d'étalons et de mesures naturelles de tous les mouvements, Aristote se demande s'il y a un étalon justement qui est à privilégier, s'il y a une mesure du temps qui soit vraiment universelle. Et il cherche une mesure naturelle permanente pour pouvoir servir d'étalon stable. Et cette mesure, il la trouve dans le temps de la rotation astrale, de la rotation des sphères qui portent les astres fixes. Donc en fait, vous savez déjà que la conception de l'univers aristotélicien, c'est un univers sphérique avec une série de couches d'une matière qui s'appelle l'éther. C'est ce qu'on appelle le... Alors, il y a une distinction dans certains courants philosophiques grecs entre cosmos et le tout, topan. Et dans ce cas, par exemple chez les atomistes, le cosmos, c'est seulement les mondes organisés. Donc dans le tout, qui est composé de vide et d'atomes en mouvement chaotique quelconque, les mondes organisés qui se forment, et organisés, ça veut dire qu'ils prennent un mouvement régulier, comme notre monde, donc comme notre monde comprenant toutes les étoiles visibles, alors s'appelle cosmos. Mais chez Aristote, il n'y a pas cette distinction, donc le cosmos, c'est en même temps le tout, le pan, l'univers. Il n'y a pas cette distinction. Il est fini. Il est fini. Ouais. Et donc il y a une série de couches successives qui entraînent les astres dans leur rotation. Donc ce ne sont pas les astres qui se déplacent dans cette matière, l'éther, ils sont fixés dans ces couches d'éther, et ce sont ces couches qui se déplacent. Et il faut que... la Terre est au centre, et la première couche, c'est la Lune, la deuxième couche, c'est celle du Soleil, et puis on a celle de différentes planètes. Les différentes planètes sont des astres errants. Donc, planète, ça veut dire astre errant. Pourquoi errant ? Parce que leur mouvement, vu de la Terre, est extrêmement irrégulier. Et donc, il faut une multitude de couches pour expliquer le mouvement de chaque planète, parce qu'elles ont l'air de rétrocéder, de partir dans une direction puis dans une autre. Bon, elles ont des mouvements assez peu circulaires, très peu circulaires, vu de la Terre. Tandis que les astres, les constellations,
qu'il appelle les astres fixes, les constellations, elles ont toujours, alors pas un seul mouvement, parce que les levées des astres évoluent au fil de l'année, elles se modifient au fil de l'année. Enfin, les constellations, donc, elles ont toujours un mouvement de rotation, il y a un lever et un coucher des astres, mais ça se modifie en fonction de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Donc ça varie au fil des saisons, de la même manière que les couchers et levées du Soleil. Mais ça, Aristote parvient à l'expliquer, enfin, c'est pas Aristote tout seul, c'est les astronomes de l'époque à qui il emprunte ces théories. Les astronomes peuvent l'expliquer avec seulement deux sphères, il suffit de 2 couches. Il y a une couche, l'externe, qui imprime toujours la même rotation, toujours dans le même sens. Donc, s'il n'y avait que celle-là, il n'y aurait pas cette distinction des levées et des couchers des astres en fonction de l'époque de l'année, ce serait tout le temps exactement la même rotation. Pour expliquer la variation annuelle, ils supposent, ces astronomes, une 2e couche qui entraîne aussi, enfin qui influence la rotation des astres et la fait dévier au cours de l'année. Donc c'est la résultante, le mouvement est alors la résultante de ces 2 couches qui les entraînent dans des directions différentes. Donc tous les mouvements sont expliqués comme ça, comme la résultante de plusieurs couches qui entraînent dans des directions différentes. Et donc pourquoi je disais ça? Parce que alors, le mouvement qui lui semble le plus régulier et le plus éternel, c'est le mouvement de la rotation externe, donc celle qui est tout le temps la même et qui entraîne les astres fixes. Et la théorie du moteur alors? Ah ça, on va y venir justement. On va y venir justement. Forcément, ces mouvements des moteurs. Bon. Mais d'abord, par rapport à cet étalon. Donc cet étalon indique en réalité l'unité jour-nuit. L'unité jour-nuit, puisque de la même manière que les 24 heures entre le retour du soleil doivent toujours, enfin, les 24 heures doivent toujours être respectées, même si la durée respective du jour et de la nuit diffère. De la même manière, c'est pareil pour le mouvement des astres, puisque finalement, enfin, comme nous le savons, c'est simplement la rotation de la Terre sur elle-même. Donc en somme, ce mouvement le plus régulier qu'Aristote trouve, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, mais c'est pas comme ça qu'il le décrit. Non, il n'empêche que cet étalon est tout de même le temps d'un mouvement particulier. Ce temps-là n'est pas, dit-il, un temps général dont tous les autres temps seraient des divisions. Au contraire, dit Aristote, il y a une multiplicité de temps qu'on ne peut pas ramener à un seul. Les temps de chaque mouvement sont indépendants, puisque le temps est la succession des étapes d'un mouvement. Chaque mouvement a la succession de ses étapes. Donc chaque mouvement a son propre temps. Et même si on peut le mesurer avec un étalon commun, il n'empêche que ce qui est commun, ce n'est pas le temps, c'est uniquement l'étalon. Ce qui est commun, c'est la mesure, l'unité de mesure, conventionnellement. Mais les temps ne sont pas les mêmes. Les temps, ils se chevauchent. Le temps de vie, par exemple, de tous les êtres vivants se chevauche. Il y en a qui naissent en même temps que les autres, n'ont pas encore fini leur temps, etc. Donc tous les temps n'arrêtent pas de s'entrecroiser. Et il est extrêmement difficile de saisir 2 temps qui soient absolument simultanés et qui soient du même mouvement. Parce qu'Aristote ajoute en plus que même si vous avez 2 temps de même longueur et simultanés, si il mesure des mouvements différents, donc par exemple que l'un mesure un déplacement et l'autre un vieillissement par exemple, et bien ce ne sont pas les mêmes temps pour lui, parce qu'ils n'appartiennent pas au même changement. Donc en fait on se trouve devant une multiplicité de temps qui ne sont pas vraiment réunis par le temps de la rotation de la sphère, puisqu'elle sert juste d'étalon pour les mesurer. Mais alors, quelle est l'unité du temps quand même? Pourquoi est-ce qu'on peut parler quand même en commun de tous ces temps? Eh bien, c'est une unité d'espèce. Tous ces temps ont en commun d'être le nombre d'un mouvement selon l'antérieur et postérieur. Mais chaque mouvement a son temps. Ils ont en commun leur définition d'espèce. Il y a une espèce de temps. Et puis, il y a tous les cas particuliers, avec chaque fois le temps de ceci, le temps de cela, et il y a des temps qui sont écoulés, il y a
des tas de temps qui sont déjà écoulés, des tas d'autres temps. Donc de la même manière, vous voyez qu'il y a une correspondance en fait, de la même manière qu'il ne suppose pas un espace indépendant des corps, un espace indépendant des corps, qui est une sorte d'espace abstrait à la manière de Newton, d'espace pur ou abstrait. De la même manière, il ne suppose pas un temps indépendant des corps et dans lequel viendrait s'inscrire la succession des corps. C'est pas comme si le temps était une sorte de dimension donnée dans laquelle viendraient s'inscrire les changements. C'est l'inverse. De même que ce sont les corps qui créent l'espace, eh bien ce sont aussi les corps avec leurs changements qui créent le temps. Le temps est secondaire par rapport au corps, il est créé par eux. Et c'est pour ça qu'il y en a autant qu'il y a de corps qui se changent. Bon, alors tout de même, il en vient à se demander, mais est-ce qu'il serait possible alors que le temps et le changement s'arrêtent à un certain moment? Ou est-ce qu'il est possible qu'il soit apparu à un certain moment dans un univers immobile? Et il commence par répondre sur la question de est-ce que le changement et le temps ont pu apparaître à un certain moment? Et il dit que c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que si on avait d'abord un univers immobile et qu'à un certain moment, cet univers se met à changer, peu importe de quel type de changement, il faut que ce changement ait eu une cause. Pas de changement sans cause. Mais cette cause, pour qu'elle soit devenue agissante, il faut qu'il y ait déjà eu un changement avant. Il faut que quelque chose ait fait agir cette cause, à supposer qu'elle ait toujours été là, pourquoi elle n'agissait pas? Si elle a toujours été là mais qu'elle n'agissait pas, il a fallu qu'elle change pour commencer à agir. Donc, forcément, il y a eu un changement antérieur, et ainsi de suite à l'infini. Il faut toujours supposer un autre changement pour qu'une cause puisse commencer à agir pour faire un changement. Donc il n'y a pas de changement premier à partir de l'immobile. C'est absolument impossible par un pur raisonnement logique. Alors, ce qui est plus difficile, c'est de savoir est-ce que si le temps ne pourrait pas s'arrêter, si à un moment tout redevient immobile. Enfin, pas redevient, mais tout devient définitivement immobile. Si le changement s'épuise. C'est plus compliqué parce que Aristote constate, comme tout le monde, que la plupart des changements, effectivement, s'épuisent. Un mouvement finit par s'arrêter, ou bien parce que son moteur s'arrête, parce qu'il n'est plus poussé, il a perdu l'impulsion de départ, ou bien parce qu'il a atteint un certain obstacle, il a atteint un certain terme au bout duquel on ne peut pas aller plus loin. Par exemple, un corps qui tombe, il y a un moment où il atteint le plus bas, la position la plus basse, il ne peut pas tomber davantage, donc la chute s'arrête. Pour une altération, un corps qui devient blanc, au bout d'un moment, il ne peut pas devenir plus blanc, quoi qu'on en dise. Il n'y a pas plus blanc que blanc. À un moment, il s'arrête. Et donc, on voit bien que tous les changements ont un terme, que tous à un moment où l'autre s'arrête. Sauf, dit-il, le seul changement qui peut ne pas s'arrêter, c'est justement le changement circulaire. Parce que lui, il n'atteint jamais son terme. Parce que quand il a fini une seule rotation, pourquoi il ne continuerait pas? Il n'y a pas de fin à cet endroit-là. Ce n'est pas un point qui arrête, ce n'est pas un point terminal. Tout point d'une sphère est équivalent à un autre point. Donc le mouvement, quand il arrive à un certain point d'une sphère, pourquoi il ne continuerait pas? Il peut continuer éternellement. Donc il est possible qu'un mouvement circulaire ne s'arrête jamais. Mais ce n'est pas la seule condition. Possible ne veut pas dire nécessaire. Ce n'est pas la seule condition pour que ce mouvement ne s'arrête jamais. Il faut aussi rendre compte de la force motrice. Parce que pour Aristote, si la force motrice s'épuise, le mouvement va s'arrêter. Il n'y a pas cette idée d'inertie, il n'y a pas l'idée il réfute l'idée d'inertie, il pense que ce n'est pas possible qu'un mouvement continue indéfiniment s'il n'est plus en contact avec un moteur. S'il n'est pas entretenu par un moteur, ça peut être éventuellement des moteurs différents, d'autres moteurs peuvent prendre le relais, mais s'il n'y en a plus du tout, le mouvement va s'arrêter. Donc, on est obligé de poser comme condition, si on veut que le changement ne s'arrête jamais, on est obligé de poser comme condition qu'il y a un moteur qui lui aussi ne s'arrête jamais, ou une série de moteurs qui ne s'arrêtent jamais. Donc voilà comment on en vient effectivement à la théorie des moteurs. Comment est-ce qu'on va pouvoir... Alors d'abord, pourquoi, on pourrait dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut que le changement ne s'arrête jamais? On pourrait accepter aussi que peut-être le changement va s'arrêter et que l'univers va devenir immobile. Mais Aristote pense que
le changement ne doit jamais s'arrêter parce que le temps ne peut jamais s'arrêter. Le temps ne peut jamais s'arrêter. Et ça, là, il y a un passage que je vais vous lire au début du 8e livre de la physique. Qui montre la nécessité que le temps ne s'arrête jamais. Il dit, s'il est impossible que le temps existe et soit pensé sans l'instant, donc on l'a vu, hein, pas de temps sans instant, puisque à tout moment de ce continu, il y a des limites qui peuvent distinguer un avant et un après, donc pas de temps sans instant. Et si l'instant est une certaine médiété ou un certain milieu constituant à la fois un début et une fin, donc comme on l'a vu précédemment, un instant dans le temps est à la fois début d'un segment de temps et fin de l'autre, et on a vu que c'était le fait de la propriété du continu que ce double rôle de la limite est joué par le même instant, hein, le même instant est extrémité à la fois pour les deux segments, donc il est à la fois début et fin, début du temps futur et fin du temps passé. Il est nécessaire que le temps existe toujours. En effet, l'extrémité du dernier temps considéré sera dans un des instants, car on ne peut rien saisir dans le temps excepté l'instant. Donc si on saisit une extrémité de temps en un instant, si on saisit une extrémité de temps en un instant, alors, puisque l'instant est début et fin, il est nécessaire que sur ces deux côtés se trouve toujours du temps. Mais si le temps est toujours, manifestement, il est nécessaire que le mouvement le soit aussi, puisque le temps est une certaine propriété du mouvement. Donc, vous ne pouvez pas poser un instant qui ne soit limite que d'un seul côté. En fait, ça veut dire ça. Un instant ne peut pas être limite d'un seul côté. Dès que vous pouvez distinguer un instant dans le temps, et c'est possible à n'importe quel endroit du temps, cet instant, nécessairement, ouvre aussi à la section suivante. Et donc, ça entraîne que le temps continue toujours. En vertu donc de cette théorie de l'instant comme limite, hein, limite commune entre deux portions de temps, il est impossible que le temps s'arrête. Sinon, il n'y aurait rien de l'autre côté de l'instant. Et ça, c'est pas possible. Et donc, par conséquent, puisqu'il n'y a pas de temps sans changement, eh bien, il faut aussi qu'un changement ait lieu toujours. Alors, il y avait deux possibilités qui s'offraient à lui. Il pouvait ou bien concevoir qu'un seul changement, au moins, soit éternellement le même, ou bien qu'il y ait une succession ininterrompue de changements. Et c'est une question qu'il n'affronte pas vraiment explicitement. C'est implicitement qu'on peut reconstituer pourquoi il écarte l'hypothèse qu'il y ait une succession de changements et que ce soit la succession qui ne s'arrête jamais, mais des changements toujours différents et finis. Hein, pas un seul infini, mais plusieurs finis. En fait, cette raison implicite, on la trouve dans une réfutation de nouveau d'une théorie d'Empédocle. Empédocle avait proposé comme théorie de l'univers que l'univers soit en alternance, en expansion et en contraction. Donc, d'une manière infinie, toujours l'univers a tendance à se resserrer à un moment en un point extrêmement dense, et puis donc contraction maximale, et puis de nouveau s'étendre et créer alors tous les mondes, les vivants, etc. Et puis à un moment de son extension maximale, revenir à un seul point. Et cette alternance ne devait jamais s'arrêter. Et Aristote ne dit pas que c'est impossible. La seule chose qu'il lui reproche, c'est de ne pas donner la raison pour laquelle cette alternance ne s'arrête pas. Il lui manque la nécessité que cette alternance ne s'arrête pas. Pourquoi, quand il atteint son point, par exemple, d'extension maximale, il ne s'arrête pas là? Pourquoi, quand il atteint son point de contraction maximale, il ne reste pas contracté indéfiniment? Empédocle ne dit pas ça. Enfin, il le dit d'une certaine manière, de manière mythique, hein, puisqu'il dit à ce moment-là, l'amour vient intervenir hein, et séparer les éléments du sphéros le plus dense, ou bien à l'extrême, quand on est dans la dispersion maximale des éléments, la haine ressurgit et vient. Mais ce ne sont pas évidemment des causes physiquement convaincantes. Donc, c'est une raison implicite pour réfuter la possibilité d'une succession infinie, le fait que qu'est-ce qui va garantir que à un certain moment, donc dans le fait qu'il y ait toujours des changements, un nouveau qui se passe tandis que les autres s'arrêtent, qu'est-ce qui va garantir qu'à un moment, par hasard, il n'y en a plus. Ils s'arrêtent tous. Ce serait parfaitement possible. Il faudrait un principe hein, de continuation incessante. Et là,
on a toujours de nouveau implicitement la préférence d'Aristote pour le plus simple. C'est-à-dire que si on peut garantir l'éternité d'un seul changement, c'est plus simple que de garantir l'éternité d'une succession, hein, avec toutes les raisons que ça aurait quand même de s'arrêter par hasard, quoi. Ça lui semble, voilà, c'est son principe, hein, de simplicité, évoquer le minimum de principes pour expliquer les observations. Donc il va retenir seulement l'hypothèse qu'il y a bien un seul changement qui ne s'arrête jamais, et ce sera bien sûr donc cette rotation des astres que par ailleurs les observations aussi confirment, hein, parce que depuis des milliers d'années qu'on fait des observations des astres, ils n'ont jamais modifié leur course. Mais évidemment, c'est une vue à trop court terme pour l'univers. Et on va lire le dernier texte à ce propos, donc pour la suite de son raisonnement alors, hein, sur qu'est-ce qu'il faut encore poser comme indispensable pour garantir cette éternité du changement. On a montré la nécessité que le mouvement soit toujours, et s'il est toujours, la nécessité qu'il soit aussi continu. Car ce qui est toujours est continu, tandis que le consécutif n'est pas continu. En effet, comme on l'a vu, un continu, il peut ne jamais s'arrêter, tandis qu'un consécutif, quand il arrive à une extrémité qui est dédoublée, il s'arrête et puis il repart. Un consécutif, il marque l'arrêt puisqu'il y a une division effective, et puis éventuellement il reprend. Donc il s'arrête quand même. Pour qu'il n'y ait pas du tout d'arrêt, il faut que ce soit continu. Cependant, s'il est continu, il est un, et est un, ou unique, le mouvement d'une seule chose qui meut, un seul moteur, et d'une seule chose qui est mue. Car si c'est toujours autre chose qui meut autre chose, le mouvement total n'est pas continu, mais consécutif. Hein, c'est aussi l'hypothèse de plusieurs mouvements qui se succèdent. Ça serait des mouvements consécutifs et non pas continus. Donc il faut qu'il y ait un seul moteur pour ce mouvement au minimum, hein, pour ce mouvement qui au minimum doit être éternel. Enfin, je dis, il faut qu'il y en ait au minimum un. On verra la semaine prochaine que finalement Aristote va en reconnaître plusieurs. Il va reconnaître une cinquantaine de mouvements qui sont éternels et continus, puisqu'il en faudra pour toutes les sphères. Chacune, en fait, de ces sphères suit éternellement le même mouvement et ne s'arrête jamais. Donc chacune aura besoin de son moteur. Mais jusqu'ici dans la physique, il dit seulement il en faut au moins une, hein, parce que c'est le minimum pour garantir que ça ne s'arrête pas. Et donc ce mouvement éternel, il devra avoir un moteur toujours agissant, éternellement agissant. Or, dit Aristote, il n'y a aucun corps fini qui peut avoir une puissance infinie. Tout corps fini s'use, et donc à un moment épuise sa puissance. Donc ça ne pourrait pas durer éternellement. Aucun corps fini ne peut avoir une action infinie dans le temps ou dans la puissance, ou dans la force. Et un corps infini, il a déjà dit que ça n'existait pas. Il refuse qu'il existe, enfin il donne toute une série d'arguments pour dire qu'un corps infini, ça ne peut pas exister. Donc il faut que le moteur d'un mouvement infini ne soit pas corporel. Il faut que ce ne soit pas un corps, parce que tout corps s'épuise. Donc il faut un moteur incorporel, et il ajoute, il faut aussi un moteur qui soit éternel, bien sûr, ça on l'a déjà vu, mais aussi absolument immuable. Il faut que ce moteur ne change d'aucune façon, et en particulier, ce moteur ne peut pas se déplacer avec le mouvement de la sphère. Parce que s'il se déplaçait, il pourrait se situer autrement par rapport à l'objet qu'il meut. Et il suffit que le moteur soit situé autrement par rapport à son mobile pour qu'éventuellement il l'influence d'une autre façon, et donc le changement ne serait plus continu, hein, on passerait à un autre changement. Donc pour maintenir toujours le même changement continu, il faut que le moteur agisse exactement de la même façon, donc soit situé toujours exactement de la même façon par rapport au mobile, et donc il ne peut se mouvoir d'aucune façon, hein, il ne peut avoir aucun type de changement, ce moteur. Donc ce n'est pas un corps. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à partir du moment où on a défini que c'était immobile, absolument de toutes les manières de changer, on n'est plus dans la physique. Et donc la physique s'arrête là. Et c'est comme ça qu'il arrête son ouvrage sur la physique en disant essayez de définir ce que peut bien être un tel moteur. C'est du ressort de la philosophie première, la physique ne peut plus se prononcer là-dessus. Donc la physique lui a permis d'affirmer la nécessité
de poser ses moteurs, mais quant à dire ce qu'ils sont, elle ne peut plus, elle ne peut pas le faire. Donc c'est la métaphysique qui va prendre le relais. Et la semaine prochaine, alors on verra comment dans la métaphysique, Aristote essaye de rendre compte de l'action de ce moteur immobile et incorporel. Comment ça meut. Donc semaine prochaine, métaphysique. Oui. Qu'est-ce que Aristote pense de la lumière, de sa nature, de sa propagation et éventuellement de sa vitesse? Oui, évidemment, il n'aura pas une théorie très conforme à ce qu'on pense maintenant. À propos de la lumière, Aristote la définit comme l'acte du diaphane. Donc l'acte du diaphane, le diaphane, donc c'est ce qui laisse c'est un milieu qui laisse passer la lumière. Donc il y a des milieux qui sont capables de laisser passer la lumière ou de recevoir la lumière, d'être des sujets, des supports pour la lumière. Et la lumière, bien sûr, doit être produite par un corps qui est composé de feu. C'est toujours le feu qui produit la lumière, mais cette production doit se répandre dans un milieu diaphane, donc un milieu qui est capable de porter la lumière. Et donc il dit qu'alors elle est l'acte du diaphane en tant que tel, c'est-à-dire que ce qui peut porter la lumière s'actualise en tant que porteur de lumière et devient lumineux. Donc il y a des corps qui sont capables de devenir lumineux, porter la lumière, à condition qu'il y ait une source évidemment qui émet cette lumière et qui est le feu. Mais il ne la voit pas vraiment comme un déplacement, comme quelque chose qui se déplace, la lumière. Il ne la voit pas comme quelque chose qui se déplace. Elle lui paraît être quelque chose d'instantané. Et de fait, pour pouvoir observer que la lumière se déplace, il faut avoir des instruments de mesure extrêmement performants. Parce que la lumière du soleil, comment savoir qu'elle met du temps à nous parvenir? Elle a toujours été là, de mémoire d'homme. La lumière d'un éclair, on a l'impression qu'elle est instantanée alors que le son ne l'est pas. Donc il savait très bien que le son devait se propager, il savait que le son devait se propager dans l'air, être porté dans l'air ou dans l'eau, mais la lumière, il a l'impression que non, qu'elle n'a pas besoin de se déplacer. Il a l'impression que c'est un acte immédiat. Donc il y a une source qui la produit et immédiatement elle est présente dans le diaphane. Voilà, donc voilà sa tentative d'explication. Oui. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre la relativité restreinte et ses temps propres à chaque observateur, et puis la diversité des temps objectifs alors chez Aristote? C'est tentant, évidemment. C'est tentant. Alors, évidemment, il faut toujours se méfier des analogies dans la mesure où les conceptions sont très différentes, en particulier parce que, justement, Aristote pose tout de même un temps comme le temps d'un certain mouvement comme étant éternel et immuable. Donc, il y a quand même un étalon qui, pour lui, est naturellement fixe. Un étalon qui est une référence universelle, alors que la relativité pose qu'il n'y a plus du tout de mesure universelle. Il n'y a plus que, justement, tout n'est plus que relatif l'un à l'autre. Alors là où il me semble quelque chose de commun, c'est que, enfin quelque chose d'assez stimulant pour la pensée, mais bon, je ne suis pas physicienne, c'est que, en somme, si vous prenez, si on considère en tout cas cette expérience des deux horloges atomiques, l'une qui se trouve à 10 km par rapport à la Terre et l'une qui se trouve sur la Terre, et on constate que celle qui se trouve plus éloignée de la gravitation terrestre mesure un temps légèrement plus rapide, je pense, si je ne me trompe, légèrement plus court, légèrement plus court. Et donc on en conclut bien sûr que la gravité influence le temps. Alors, mais c'est quoi qui est influencé justement? Ce qui est influencé, c'est
la réaction, c'est le rayonnement électromagnétique de cette horloge atomique. C'est elle qui est influencée en fait par la gravité. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le temps est différent, ou est-ce qu'on peut seulement dire que l'unité de mesure est différente, hein? L'unité de mesure n'est pas stable. L'unité de mesure est influencée par des conditions qui modifient le changement. Donc on pourrait continuer à... Et donc par conséquent, on peut se dire, il y a un changement il y a un temps de chaque changement. Il y a le temps du rayonnement électromagnétique sur Terre et il y a le temps du rayonnement électromagnétique à 10 km d'altitude. Ces temps ne sont pas les mêmes parce que le changement n'est pas le même. Il ne se fait pas dans les mêmes circonstances, donc chacun a son propre temps. Et donc ça fait des temps d'unités de mesure différents. Donc là aussi, on retombe sur l'idée d'une multiplicité de temps. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, qui peut évoquer. Mais je ne suis pas physicienne. Je ne sais pas si, Franck, tu veux... Il y a une anecdote comme ça, enfin, c'est pour rire, hein, dans un gratte-ciel à New York, la fin de l'heure du bureau ne sonne pas au même moment au rez-de-chaussée et puis au 50e étage. C'est sûrement pas pour la même raison. C'était pour illustrer. Oui. Mais en revanche, et donc on tomberait de nouveau sur l'idée aristotélicienne que ce qui est commun à tous les temps, c'est juste le fait même de mesurer quelque chose du mouvement, quoi. Ce serait de nouveau ça. Il y aurait juste une unité d'espèce et sans plus, quoi. Et donc, la relativité, c'est bien cette idée-là aussi, c'est qu'on n'a plus de comparaison possible entre les temps des différents changements, si ce n'est le fait que c'est chaque fois le même type de phénomène, mais l'un ne peut plus servir de mesure à l'autre. Est-ce que cette idée d'Aristote, est-ce que ça n'introduit pas pour l'homme, pour l'être humain, le temps comme expérience? Alors, il y a quelque chose de très important donc, dans l'expérience qu'on a lue effectivement dans le passage. L'expérience du temps, Aristote ne s'en sert pas comme preuve de l'objectivité du temps. C'est-à-dire qu'il se pourrait que l'expérience que nous faisons du temps soit seulement subjective, hein, et qu'elle ne corresponde pas à quelque chose d'objectif. Donc il réfléchit effectivement à cette question de savoir si le temps existe vraiment dans les choses ou si c'est seulement nous qui voyons du temps, là où il n'y en a pas. Il dit, est-ce qu'il pourrait y avoir du temps sans une âme qui saisit le temps ? Sans une âme qui nombre, surtout s'il l'appelle nombre, parce que le nombre appelle effectivement une âme qui nombre. Et puis il répond en disant, effectivement, en tant qu'il a un nombre précis, il faut une âme. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de mesure du temps s'il n'y avait pas des gens pour mesurer. En revanche, en tant qu'il est une propriété du mouvement, dès qu'il y a un mouvement, il y a du temps. Et par conséquent, c'est indépendant de l'expérience que nous pouvons en faire. Donc il y a à la fois effectivement, et par exemple, alors, effectivement sur l'expérience du temps, il dit bien qu'on peut avoir des expériences de durée très, très subjectives, très différentes d'une circonstance à l'autre. L'allusion que j'avais faite à ce sommeil instantané, ça montre que la perception qu'on a du temps peut être très diverse en fonction des circonstances. Là où l'un peut avoir l'impression que très peu de temps s'est passé, un autre peut avoir l'impression que beaucoup de temps s'est passé. Donc tout ça est très fluctuant en fonction de la conscience n'est pas précise du temps. Mais ce pourquoi il utilisait quand même cette expérience, elle montrait en tout cas l'inséparabilité du temps et du mouvement. Donc même dit-il dans un autre passage, il dit ça, même si on n'avait conscience d'aucun mouvement extérieur, mais seulement d'un mouvement à l'intérieur de nous, ça suffirait pour dire qu'il y a du temps. Donc même, on dirait une sorte de précogito, quoi, hein, même à supposer qu'on n'ait que notre conscience pour en juger, mais que dans notre conscience, on sente une succession d'idées, hein, peu importe quelles sont ces idées, du moment qu'on sent une succession, on sait qu'il y a du temps. Hein, ça suffit pour avoir du temps. Donc la seule conscience, seule en elle-même et sans expérience extérieure, suffit pour savoir qu'il y a du temps. Donc c'est important, évidemment, donc, du coup, l'expérience subjective. Mais elle ne permet pas de donner une mesure précise. Voilà.
Tu nous as parlé du temps, du mouvement, du changement, du contenant, des limites, mais pas du commencement. Est-ce qu'il y a un commencement unique chez Aristote? Ah non. Ah non, justement, tout suppose l'infinité. Hein. On a vu, le temps est nécessairement infini des deux côtés. Il n'a jamais commencé, il ne se terminera jamais. Du coup, le changement non plus, et du coup, l'existence de la matière non plus. La réfutation, bon, celle que j'ai dite à propos d'un commencement du temps, la réfutation, elle est valable pour le reste aussi. C'est-à-dire que s'il y avait apparition de quelque chose à partir de rien, il faudrait dire quelle est la cause de cette apparition. Mais s'il y a une cause, il y a déjà quelque chose, donc il n'y a pas rien. Donc un commencement absolu est strictement impossible. Il ne peut pas y avoir un commencement. Et donc, les seules théories d'un commencement absolu sont des théories théologiques. C'est seulement parce que... Mais donc, du coup, il n'y avait pas rien. Il y avait déjà un Dieu ou il y avait déjà un créateur quelconque. Il est impossible de concevoir un commencement absolu. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de commencement. En revanche, on peut dire qu'il y a un commencement de certaines choses, notamment quand les atomistes disent qu'il y a un commencement d'un monde organisé, mais il n'y a pas un commencement de l'univers dans son ensemble. Il n'y a pas de Big Bang. Ah si, il peut y en avoir justement, mais ce n'est pas un commencement absolu. Et la contraction extrême d'Empédocle, que j'ai dit, la contraction extrême d'Empédocle, c'est exactement un Big Bang. C'est-à-dire, il y a une contraction extrême tellement dense, et puis à un certain moment, hop, ça s'écarte, et puis on arrive à... Mais quand on arrive à l'extension extrême, ça revient, et on reprend. Et le Big Bang ne peut pas être un commencement absolu, sauf dans une vision théologique. Parce que sinon, il faut qu'il y ait eu quelque chose avant. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il faut remonter à une série de réactions précédentes qui ont causé cette densification absolue, etc. Il ne peut pas y avoir... Si cette densité absolue... Enfin, elle n'est pas absolue. Si cette densité, disons, maximale qu'a pu connaître l'ensemble de la matière avait duré un temps infini avant de tout à coup éclater, il faudrait dire par quelle cause elle s'est mise tout d'un coup à se répandre, à s'étendre. Et donc, pourquoi cette cause n'agissait pas avant, etc. Bon, tout ça. Non, nécessairement, il y avait des mouvements avant. Ce n'est pas un commencement absolu, impossible. Donc Annick, le zéro n'existe pas. En physique, non. En mathématiques, oui. Mais là, le zéro n'existe pas. Il n'y a pas de temps zéro. Non. Conventionnellement, tu prends n'importe quel instant comme temps zéro, mais c'est conventionnel. Mais il n'y a pas de temps zéro réellement, physiquement. Ce que tu viens de dire, ça n'établit pas que son moteur premier n'a rien à voir avec une divinité, justement. Parce que ça a été repris ultérieurement comme l'image de Dieu, ce moteur premier. Dans son esprit, est-ce que c'est clair en fait que ça n'a rien à voir? Au contraire, toute sa physique montre qu'il ne peut pas y avoir quelque chose, que cette cause qui est la cause d'elle-même, c'est quelque chose qui est inconcevable pour lui. Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que je voulais faire une corrélation, c'est parce qu'elle valait, entre justement le premier moteur mobile et cette notion de commencement. Oui, mais ce n'est pas un commencement. C'est-à-dire que c'est une condition permanente du mouvement, mais c'est une condition permanente du mouvement pour que le mouvement continue. Mais c'est tout. Parce que ce n'est pas créateur, ce n'est pas ça qui a créé la matière de l'univers. C'est juste ce qui éternellement entretient ce premier mouvement. Et juste ce premier, après c'est toute la série des mouvements qui, se mettant ensemble, créent des nouvelles choses. L'alternance des saisons crée la possibilité du règne végétal, etc., etc. Donc après c'est toute une série de conséquences qui s'en suivent. Mais ce premier moteur n'est pas créateur de la matière, ni des autres choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la façon dont le temps est décrit, il est forcément infini. Ouais. Alors que l'espace, il n'y a pas la nécessité d'un espace infini. L'espace est clos. Voilà, c'est ça. Il y a ce contraste entre le temps et l'espace. Le temps est décrit de telle manière, disait-il, qu'il est nécessairement infini, au contraire de l'espace qui peut être clos. Alors on pourrait dire aussi que pour l'espace, Pardon ? Il n'est jamais clos. Enfin, il est fini, disons, il s'arrête. Oui, mais dans leur esprit, il l'était. Oui. On pourrait évidemment lui objecter
que son raisonnement sur la limite qui implique qu'il y a les deux côtés, bah, ça devrait s'appliquer aussi à l'espace, c'est-à-dire que si on arrête un moment dans l'extension de la matière, si un moment la matière s'arrête, la limite que l'on place, bah, elle doit séparer de nouveau deux segments. Et donc il l'admet pour les mathématiques, par exemple. Il dit en mathématiques on peut concevoir une ligne infinie, hein, pas de problème. Mais pour la matière, justement, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'espace physique non plus. Donc ce n'est pas l'espace physique hein, qui est infini. C'est vraiment la matière. Et alors là, il y a toute une série d'autres arguments par lesquels il essaye de montrer qu'une matière infinie n'est pas possible. Que le corps infini n'est pas possible. Et notamment, c'est en raison de la théorie des 4 éléments. C'est-à-dire qu'il dit, bon voilà, si la matière est infinie, ou bien, donc si on remonte aux matières premières, on dit qu'il y en a 4, mais peu importe, il pourrait en concevoir 100, ça ne changerait rien. Donc s'il y a plusieurs matières premières, alors laquelle est infinie? Est-ce qu'il y en a une qui est infinie et les 3 autres pas? Ou bien est-ce qu'on a 4 infinis, mais comment est-ce qu'il peut y avoir une addition de 4 infinis? C'est pas possible. Et si elles sont 4 finies, on n'obtiendra pas ensemble un infini. Et s'il y en a une d'entre elles seulement qui est infinie, en fait, elle finirait par annihiler les 3 autres. Parce que les 3 autres, à un moment, se transformeraient en elles et les 3 autres disparaîtraient. Donc, pour des raisons de ce type-là, hein, qui peut-être ne sont pas très valides, mais il y a tout un raisonnement quand même pour montrer qu'une matière infinie n'est pas possible. Enfin, que le tout de la matière ne peut pas être infini. Et alors, avec sa théorie du lieu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ça lui permet de montrer que cette matière totale ça n'a plus de limite au sens d'un lieu contenant. Et donc, ça s'arrête là. Donc là, on arrive à un autre type de limite, en somme. On arrive à un autre type de limite qui n'est plus la limite d'un corps contenant. Mais bien sûr, c'est pas le dernier mot sur la question et ça laisse insatisfait. Enfin, ce raisonnement laisse insatisfait. Cela dit, on serait bien en peine de prouver si l'univers est infini ou non à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on est toujours confronté aux mêmes difficultés. C'est quoi l'éther pour Aristote? Parce que l'éther a été un concept qui a été utilisé par des physiciens jusqu'à la fin du XIXe siècle pour montrer la propagation des ondes électromagnétiques. Donc c'était quoi? Oui, et d'ailleurs pour une raison très similaire aux arguments d'Aristote, parce qu'il pensait qu'il devait y avoir un support, et donc si c'est pas l'air, ça doit être quelque chose de encore moins dense que l'air, mais enfin ça peut pas être le vide. L'éther, en fait, Aristote pense qu'il doit y avoir un élément qui n'est pas l'un des 4 pour expliquer l'éternité de ces sphères, le fait qu'elles ne s'altèrent pas. Parce que si elles étaient composées d'un des 4 éléments, elles s'altéreraient, c'est-à-dire elles se transformeraient éventuellement l'une dans l'autre, mais elles ne resteraient pas immuables et elles auraient d'autres changements que la simple rotation. Donc il doit supposer qu'il existe une matière qui est éternelle, contrairement aux autres, et qui ne dispose que d'un seul type de changement, la rotation. Et donc, il dit qu'il faut supposer un 5e élément, et appelons-le éther, mais c'est assez conventionnel, parce qu'il existait, disons, dans le vocabulaire présocratique, l'éther était parfois donné comme un équivalent de l'air, hein. Éther et air, c'était parfois la même chose, ou bien on appelait éther l'air particulièrement chaud. Et donc c'était un peu intermédiaire. Vu qu'il était plus chaud, il était encore moins dense que l'air courant. Donc c'est quelque chose qui doit être encore moins dense que l'air, mais surtout qui doit avoir cette particularité. Il n'est pas soumis au frottement, quoi. Pas soumis au frottement, donc il ne s'use pas, qui ne s'arrête pas. Un milieu qui aurait été sans entropie. Oui, c'est ça. Mais l'éther, c'était aussi l'air que respiraient les dieux à cette époque-là. Pour le commun des Grecs, l'éther, c'était l'air que respiraient les dieux. Il y a eu une excellente exposition à Montpellier il y a 4-5 ans. Il doit y avoir
des documents quelque part, effectivement, ça démarre de l'éther, l'air que respiraient les dieux, effectivement, on va jusqu'à Einstein aussi qui en parle de l'éther. C'est quelque chose qui a... Mais au départ, c'est vrai que c'est à la fois physique sérieux, entre guillemets, mais aussi c'est un côté religieux, l'éther, à cette époque-là. Mythologique, ouais. C'est possible que ça ait un rôle dans la mythologie. Et il est frais plutôt que chaud. Ah, en tout cas là, il doit être chaud. Physiquement, il doit être chaud. Non, parce qu'il y a une... Là-bas, peut-être là. Vas-y. Oui, je voulais revenir. Dans sa conception de l'univers, du temps, il n'y a pas de début. Donc, il n'y a pas de fin non plus. Enfin, je parle de fin dans le sens où tout ce qui engendre les mouvements et les évolutions de fameux moteurs, ils entrent en interaction, les uns après les autres, ou indépendamment. Mais il n'y a pas de notion d'épuisement progressif de ces moteurs. Je pense en termes physiques à l'équivalent de l'entropie. Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'admet pas, enfin, il ne conçoit pas que ces systèmes qui s'engendrent progressivement, l'un après l'autre, il y ait comme l'équivalent d'entropie, une perte d'énergie progressive qui fasse qu'on ne puisse pas que A engendre B, B engendre C, mais une fois que C est engendré, on ne peut pas retrouver l'état de B et ainsi de suite, et remonter. Enfin, selon lui, s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc il y a, j'imagine, la succession d'événements engendrés par ces moteurs A, B, C sont réversibles. Aussi. En théorie, s'il n'y a pas cette présence de phénomènes valents l'entropie. Alors, c'est deux choses très différentes. En fait, l'entropie, c'est plutôt ce qu'il constate constamment et contre quoi il doit justement trouver des conditions de possibilité pour qu'il y ait une exception. Parce que l'entropie, c'est ce qui arrive à tous les mouvements. Par exemple, il parle des projectiles, il dit un projectile, il finit toujours par retomber. Vous lancez un objet aussi fort que vous voulez, il finit toujours par retomber. Donc il y a un épuisement effectivement de son mouvement. L'épuisement, c'est ce qu'on constate tout le temps. Et lui, justement, il veut trouver une exception. Il veut se demander, mais à quelles conditions on peut avoir une exception? Et c'est pour ça qu'il construit toute sa théorie des moteurs immobiles et incorporels pour justement garantir, mais c'est tout à fait exceptionnel, que ça ne s'épuise pas. Donc l'entropie, c'est plutôt le point de départ évident, et il faut lutter contre, enfin il faut trouver une exception à ça. Mais quant à la réversibilité, alors pour lui c'est évident qu'il n'y a pas de réversibilité du temps, même s'il y a une réversibilité du changement. Et là, je constate que c'est une confusion qu'on fait souvent. Si un changement peut être réversible, c'est-à-dire si on peut retourner aux conditions initiales de la matière dont on était parti, ça ne veut pas dire que le temps est lui aussi réversible. Le temps passé à faire un changement et puis son contraire, le temps il a continué pendant ce temps. Et donc pour Aristote c'est très clair, le temps il ne fait que continuer toujours. Alors je ne vais pas dire dans la même direction, il n'y a pas de direction, mais la succession ne revient jamais en arrière, quoi. Absolument impossible. Il n'y a pas la succession, elle va toujours de l'avant. C'est toujours le futur qui suit le passé et pas l'inverse, quoi. On ne va pas retourner dans le passé. Donc la réversibilité du changement, éventuellement, oui, s'il y a un moteur qui fait l'inverse, mais la réversibilité du temps, jamais. Oui, la science actuelle parle de la matière qu'on connaît, dont on fait partie. Après, ils annoncent une matière noire et une énergie noire. C'est quelque chose qui fonctionne dans la théorie, mais on ne sait pas ce que c'est. Là, je suis incapable de te répondre. Malheureusement, là... La science, on cherche. Oui. Oui, alors ce qui est intéressant, si tu veux, c'est aussi l'idée qu'on avance par la méthode. C'est-à-dire on avance en se disant qu'est-ce qu'il faut poser pour expliquer ce phénomène. Et après avoir posé qu'il y a quelque chose de nécessaire, on va chercher à le trouver ou à préciser ce que ça peut bien être. Et c'est vrai qu'on élimine une série de possibilités. On dit ça ne peut pas être ça, puisque sinon on aurait tel et tel effet qu'on ne constate pas. Et donc là, c'est la même méthode qu'Aristote en somme, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut absolument poser pour expliquer ce qu'on constate. Mais la vérification, la manière d'essayer de trouver finalement le nécessaire est très différente maintenant, à la fois par l'usage des instruments d'observation très très lointaines ou très précis, et d'autre part par l'usage de mathématiques extrêmement poussées, quoi. L'aide des computers
qui nous permet voilà, d'élaborer des théories très très vite et de s'orienter très très vite, parce que là on a l'exemple de l'éther qui dure jusqu'à la fin du 19e siècle. Actuellement, ce genre à notre époque actuelle, avec les moyens qu'on a, ça serait éliminé de suite. Oui, quoique les ordinateurs n'élaborent aucune théorie. Les ordinateurs calculent, ils calculent extrêmement vite. Mais c'est tout. Ils nous permettent d'éliminer ce qui est... Ouais. À condition qu'on entre dedans les paramètres de vérification. Tu vois, l'ordinateur, tu entres les paramètres de vérification. Si tu dis, si le calcul donne tel résultat, alors c'est telle hypothèse qui est vraie. Si le calcul donne tel résultat, mais tu dois introduire tous les paramètres, tous les résultats possibles. Et après, l'ordinateur va te dire lequel, selon ses calculs, laquelle des hypothèses reste. Mais si tu veux, tu peux élaborer des théories au fur et à mesure très très vite. Tu as en réponse, tu peux aller de plus en plus vite dans l'élaboration. En ce qui concerne les terres. En ce qui concerne les terres. En ce qui concerne les terres, il a été, je ne sais plus rapidement, au moment de la relativité, on a essayé de montrer, on a prouvé qu'il n'y avait pas d'éther en regardant les mouvements d'étoiles. Parce que si l'éther était là, il aurait été entraîné par l'atmosphère, et donc en regardant perpendiculairement à la Terre ou parallèlement à la Terre, on aurait dû voir des différences. C'est comme ça que le mouvement de l'éther a été... que la théorie de l'éther a été supprimée, quoi. Il n'y avait aucun mouvement qui montrait... Il n'y avait aucune expérience qui montrait qu'il y avait un milieu autre que le vide, que l'atmosphère, il n'y avait pas un milieu de propagation. Et c'est ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive, que Einstein arrive en tout cas à la vitesse de la célérité de la lumière qui est un absolu. Alors que s'il y avait eu un éther, il y aurait eu, comme dans toute expérience de translation, une vitesse, la vitesse du truc qui se déplace et la vitesse de l'observateur fixe ne mesurent pas la même vitesse. Tout mouvement d'éther n'existe pas, donc la vitesse est absolue. Qu'on propage de la lumière dans un milieu en mouvement, dans un train par exemple, ou dans un avion, ou du sol, la vitesse dans un sens ou dans l'autre, la vitesse de la lumière, elle ne s'ajoute pas, ou elle se n'enlève pas de la vitesse du solide qui transmet la source lumineuse. La célérité de la lumière, c'est la même qui est mouvement ou pas mouvement. Oui, et donc on peut en conclure. Oui. C'est quand même que s'il y avait eu l'éther, on aurait, selon qu'on fait propager des ondes dans le sens de la rotation de l'éther ou perpendiculairement, on aurait trouvé des vitesses différentes de propagation de la lumière. C'est à partir d'expériences d'optique qui ont essayé de mettre en évidence un éther ou un mouvement d'éther que les expériences lumineuses, des expériences de lumière qui ont été faites à cette époque ont montré qu'il n'y avait vraiment pas d'éther. Bien sûr. Oui, non, mais ce qui est étonnant, c'est pas qu'on ait montré qu'il n'existe pas, c'est plutôt qu'il ait survécu si longtemps. Mais l'implication, c'est que la célérité de la lumière devient absolue, ce qui est quand même, par rapport à toute propagation, si on regarde les ondes sonores, selon que la source émettrice de l'onde sonore, elle s'approche de nous ou qu'elle s'éloigne, on n'a pas la même fréquence de l'onde sonore. C'est ce qui fait que le train qui arrive vers nous, il fait puis on entend partir alors qu'avec la lumière, ça n'existe pas, ça. Il y a un effet de Doppler, mais c'est la couleur en fait. Et donc c'est la vitesse de la lumière, c'est sur les fréquences. Oui, il y a un effet aussi de gravitation. Enfin, il y a aussi un effet gravitationnel sur les longueurs d'onde. Sur les longueurs d'onde. Effectivement, c'est pas la vitesse. C'est le mouvement relatif, mais le mouvement relatif.
Enfin bon, ça c'est de la physique contemporaine, donc effectivement, je veux dire, on peut pas trop s'avancer là-dedans, enfin, sans être spécialiste, quoi. Donc moi, quelqu'un faisait remarquer que il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que la théorie de l'éther a été annulée. Pour Aristote, le vide n'existe pas. Oui. Et d'où vient cette notion? La notion de vide. D'où vient cette théorie du vide? Elle vient surtout des atomistes. Elle est surtout défendue par les atomistes qui la pensent justement comme une condition pour qu'il y ait du mouvement. C'est-à-dire, ils pensent que pour que des choses puissent se déplacer, il faut qu'il y ait des places vides pour qu'elles se déplacent. Et c'est dû aussi à leur conception de l'atome, justement, comme particule ultime, indivisible de matière. Si on a des particules, ultimes, elles ne peuvent pas être continues, justement. Il faut qu'elles soient limitées entre elles, il faut qu'elles soient distinctes entre elles. Elles peuvent juste être éventuellement contiguës, donc éventuellement en contact. Mais donc elles sont séparées par quoi? Si la matière n'est pas continue, les particules doivent être séparées par du vide. Donc de nouveau, on a besoin de cette théorie du vide. Et par ailleurs, alors Aristote fait allusion à des expériences, mais ça c'est moins intéressant ou moins contraignant, où des gens mettaient des outres gonflées d'air dans de l'eau et puis constataient que ça remontait. Enfin bon, mais là il dit mais c'est pas du vide, c'est de l'air. Enfin, c'est juste une question de densité relative, etc. Donc ça c'était des expériences. Mais ça veut dire qu'il y avait des gens qui faisaient des expériences de ce type-là, quoi, pour essayer de savoir si on pouvait créer du vide dans un espace, quoi. Est-ce qu'on pouvait... Ils essayaient de créer des espaces vides et bon, ils n'y arrivaient pas. Mais disons, le courant le plus affirmatif sur le vide, c'est les atomistes, et c'est pour ces questions de mouvement et de séparation entre les atomes. Et donc Aristote, il y répond donc d'une part par sa théorie du continu, et d'autre part par le fait que quand il y a mouvement, les choses simplement échangent leur place, mais il n'y a pas besoin de place vide. Donc il n'y a pas de vide. Pour lui, non. Il n'y a pas de... Oui, la matière, il n'y a pas de discret. C'est ça, il n'y a pas de discret. Ouais. Tout est continu. Ouais. Merci.